Bonjour, grand plaisir de vous revoir en vrai. Alors le monde en présentiel, en vrai. Le monde d'après. Est-ce qu'il y a un monde d'après? Donc effectivement, Paul nous a dit qu'il n'y avait peut-être pas de monde d'après. Moi aussi, je ne pense pas qu'il y a vraiment un monde d'après. Je pense qu'il y a un monde qui continue, avec des choses qui y étaient déjà avant et qui sont en train juste de se développer un tout petit peu plus ou un peu moins. Ça dépend en fonction justement de cette fameuse crise. Alors, on a beaucoup souffert, tous, pas de café, pas de resto, pas de musée, pas de boîte de nuit, absolument rien. Donc, il y a quand même des gens qui ont inventé des choses absolument extraordinaires. Si jamais vous aviez la nostalgie pendant ce confinement, vous pouviez mettre une bougie. Alors, j'ai aussi trouvé une bougie odeur bacon. Donc vous pouviez vous entourer de bougies comme ça, une bougie bar, une bougie bacon, une bougie boîte de nuit, peut-être sueur, enfin je sais pas. On est capable d'inventer énormément de choses, mais les marketeurs ont trouvé des choses extraordinaires. Donc cette bougie, je voulais partager avec vous. Je trouve ça pas mal quand même. Ça nous a permis de passer la crise. Donc un nouveau monde où on a des masques, un nouveau monde où peut-être qu'on est sur la plage, distanciés les uns des autres. Un nouveau monde, effectivement, le Courrier international disait il faut tout réinventer. C'est ce que Paul disait tout à l'heure, réinventer, je ne sais pas, je ne pense pas en fait qu'il faille réinventer. Il faut trouver peut-être de nouveaux moyens qu'il faut chercher en fait. Je n'ai pas la clé, mais il va falloir réfléchir à certaines choses. Donc la technologie peut-être peut nous aider sur certaines choses. Il y a aussi des choses qui ne sont pas terribles, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Alors, un nouveau monde, c'est des nouveaux mots. Alors là encore, je m'excuse auprès de nos amis canadiens, mais nous, Français, on aime le franglais, on n'aime pas du tout traduire les mots en français, donc on utilise des mots qui font très genre, safecation, workation, staycation, wast, etc. On va voir un petit peu ce que ça recouvre au fur et à mesure de cette presse. Les safecation. Les safecation, donc, c'est le nouveau mot. Il faut que nous soyons en vacances absolument safe. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne soin de nous. Nous sommes devenus des animaux fragiles et il faut que nous ayons des choses qui nous indiquent, par exemple, les risques de virus. Alors, j'ai mis quelque chose que je trouve au CES, le Customer Electronic Show. Alors, auquel je n'ai pas été cette année, puisque de toute façon, il n'avait pas lieu, il était en distanciel, ça a très mal marché d'ailleurs, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Donc vous avez ça, ça c'est pas mal. Moi je suis adepte des petites choses qu'on implémente pour la technologie. Je ne pense pas qu'il faille tout détruire et tout reconstruire, je pense qu'il faut implémenter des petits objets comme ça, de ci, de là, et ce type d'objet est tout à fait implémentable dans un hôtel ou dans une salle des congrès. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas ici quelque chose qui nous indique que nous n'avons absolument aucun risque de virus et que nous pouvons donc être assis les uns à côté des autres sans prendre de risques. La safe chambre, bien sûr. Donc la safe chambre, ça, ce sont des choses... En fait, ce n'est pas des choses nouvelles. Hein. C'est la lumière bleue, c'est quelque chose qu'on utilisait dans les hôpitaux pour désinfecter les chambres. Et donc maintenant, on commence à en voir plein qui se mettent dans les hôtels. Il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes. La petite chose que vous avez à droite, c'est français, ça a reçu un prix au CES. C'est un désinfecteur à désinfecteur. Ça désinfecte les téléphones. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les chambres d'hôtel très facilement. Les gens donc n'auront pas peur et ça désinfecte le téléphone en quelques minutes. C'est très pratique. Vous avez la même chose pour désinfecter les claviers. Ça, on voit déjà apparaître ça dans certaines bibliothèques. C'est quelque chose qu'on peut mettre sur un desk et ça rassure les gens. Je pense que dans les 2 à 3 ans, même si on ne peut pas prévenir l'avenir, que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ce sont des objets qui vont faire plaisir, qui vont rassurer en fait le touriste qui va venir dans votre destination ou dans votre établissement. Alors, comme nous ne voulons plus toucher les objets, ce qui est en train vraiment d'arriver, ce sont tous ces objets sans contact. Le contactless, comme on l'appelle. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Vous avez cette sonnette, par exemple. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur la sonnette. Elle vous voit arriver. Elle a une petite caméra. Elle vous voit arriver et elle ouvre la porte directement. Ça, c'est absolument extraordinaire. Vous ne touchez plus les poignets. Donc, plus non plus de désinfection à faire, plus de personnes à mettre pour nettoyer. Ça s'ouvre tout seul. Et vous avez aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est le robinet sans contact. Alors, ce robinet, il est merveilleux parce qu'en plus, il vous écoute. Donc vous lui dites, remplissez ma casserole pour faire des spaghettis. En plus, vous pouvez même lui dire quel est le type de recette que vous voulez faire. Et il va vous remplir votre casserole sans que vous ayez eu à le toucher. Est-ce que c'est vraiment intéressant ce genre d'objet? En tout cas, ça rassure les gens, ça a beaucoup de chance dans le safe, ça marche très très bien aux États-Unis. En France, je ne sais pas si ce genre de technologie va vraiment servir, même si, vous le savez bien, dans les cafés, en fait, vous pouvez aussi arriver et le robinet se met en marche tout seul. Mais là, vous ne lui parlez pas, en fait, c'est juste qu'il vous regarde. Maintenant, vous pouvez vous adresser à votre robinet. Ça va donner un drôle de chose quand même, un drôle de monde, en fait, dans le futur, puisqu'on va parler à nos objets. J'avais fait une conférence un jour
toujours là-dessus, où on parlait à nos objets, on parlait à nos robes, on parlait à nos chaussures. Ça va être un monde très étrange, on va parler aux objets. Bon, ils auront un caractère et vous enverront balader. Enfin bon, je ne sais pas. Il va se passer des choses extraordinaires. Là, je laisse passer. La montée des gesture control. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que on ne touche pas les objets. Donc ça, c'est vraiment des choses qui étaient, il y a 4-5 ans, qui pointaient leur nez et qui ont complètement explosé pendant la crise du Covid. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises sur ce genre de choses. Et donc, vous voyez, par exemple, au milieu, vous avez une vitrine que vous pouvez utiliser. Alors, il faut traduire les choses en tourisme, parce que bien sûr, pour le tourisme, les choses n'existent pas encore. Ce sont juste des choses qui existent pour le retail. Donc, pour le tourisme, vous traduisez, au lieu de mettre une bouteille, vous mettez une destination, et vous voyez bien que la personne, sans toucher la vitrine, est capable de choisir une destination. Donc, elle choisit un lieu, un château, un restaurant, et elle aura une présentation du lieu qui pourra se faire. Et chose extraordinaire, ça marche à travers une vitrine. Ce qui est quand même assez extraordinaire, ça veut dire qu'on peut mettre à disposition des gens, 24 heures sur 24, ou en tout cas sur un long temps, des informations qu'ils pourront avoir juste en faisant des gestes devant une vitrine. Alors, nous sommes bien sûr dans le temps du masque, donc on a bien sûr, les startups ont sorti des masques absolument extraordinaires. J'aime beaucoup celui du milieu, il est français aussi, j'essaye de mettre des choses plutôt françaises. Donc lui, il a un ventilateur, un appareil d'assistance respiratoire, il analyse le débit de l'air, le reçu, la fréquence, et chose extraordinaire, il prend même votre température. Donc là, vous êtes absolument rassurés, vous savez que vous n'êtes pas malade, il vous le dit, hein, si jamais vous n'étiez pas capable de le savoir, il vous le dit. Et par contre, c'est pas bon pour la communication parce qu'on a du mal à parler. Donc c'est celui-là, avec micro et écouteur Bluetooth, qui vous permettra de parler. Donc je pense qu'il va y avoir des startups qui vont mêler tout ensemble pour arriver à avoir des masques très performants. Et les Japonais, que j'adore, ont quand même trouvé quelque chose, parce que donc ils se sont rendus compte qu'avec le masque, on avait du mal à reconnaître les gens. Donc ils ont inventé cette carte de visite. Bon, alors il y a une question culturelle, c'est-à-dire qu'on présente sa carte de visite comme ça au Japon, mais je trouve ça formidable. Comme ça, on a le bas du visage et les gens vous reconnaissent au cas où ils auraient du mal à vous voir. J'aime beaucoup cette façon de faire. Je vais commander ces cartes-là, je les trouve merveilleuses. La personnalisation, c'est toujours dans l'air du temps. Alors, encore plus qu'avant, c'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle tendance, mais c'est une tendance dans laquelle il faut vraiment se lancer, parce que c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent une personnalisation. Alors, en technologie, ça, c'est pour moi le futur du plateau de courtoisie dans un hôtel. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, enfin, pas au lieu, en plus d'avoir une petite dosette de café et une petite dosette de tisane, on pourrait avoir ce genre de choses dans une chambre d'hôtel. Donc là, en haut, vous avez, alors c'est pareil, c'est une start-up française, vous avez un réveil qui vous permet de mettre des cartouches d'odeur et vous vous réveillez avec l'odeur que vous voulez. Ça, je trouve ça extraordinaire. Une odeur de café, une odeur de lavande, une odeur de bonbons, ce que vous choisissez en fait, ce que la start-up a mis au point pour l'instant. Et on peut très bien imaginer ça sur un plateau de courtoisie, vous vous réveillez avec une odeur que vous aimez. Alors en plus, ça va dans une tendance lourde qui sont les sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, l'écoute. Donc là, au lieu d'avoir une petite musique, vous avez un réveil normal, mais vous avez une odeur particulière. En dosette aussi, on fait ce que vous voyez en bas, le Duolab, c'est-à-dire des produits de beauté. On peut très bien imaginer ça dans des spas, ou on peut imaginer ça dans des hôtels, plutôt dans des stations thermales. Vous pouvez choisir votre produit de beauté. Et c'est pas du tout un phénomène, un petit phénomène, puisque là, vous avez Yves Saint Laurent qui s'est mis et qui vous propose de faire un rouge à lèvres à la couleur que vous voulez, à la demande. C'est intéressant parce que on est donc dans une société où vous avez entendu parler un petit peu vaguement de la durabilité, de l'obsolescence programmée, de tous ces genres de choses, et du fait qu'il y a beaucoup de gâchis. Utiliser, faire fabriquer des produits au moment où on en a besoin et que dans la dose dans laquelle on a besoin, c'est vraiment une piste extrêmement intéressante. Je pense qu'il faut creuser de ce côté-là. Pour l'instant, c'est encore nouveau, mais c'est quelque chose qu'il faut garder du coin de l'œil, surtout pour nos métiers d'accueil, puisque ça permet de faire un accueil personnalisé, c'est-à-dire dans une tendance que les gens veulent avoir. Ça, vous savez ce que c'est? Une petite idée? Non, pas du tout. C'est des sushis imprimés en 3D. C'est extraordinaire quand même. Donc c'est les Japonais bien sûr qui ont inventé ça. Donc c'est une machine en fait qui vous imprime un sushi. Alors vous voyez, ça a des formes absolument fabuleuses, qui vous imprime un sushi. Mais alors avant, il y a quand même quelque chose à faire, c'est-à-dire que vous devez envoyer une analyse d'urine et une analyse de sel et une analyse de sang pour que l'on vous imprime le sushi qui vous correspond absolument en fonction de votre taux de cholestérol, de vos maladies diverses et variées. Alors c'est japonais, bien entendu. C'est-à-dire qu'en France, je pense qu'il va
être difficile de demander aux gens avant d'aller au restaurant, est-ce que vous pouvez 15 jours avant m'envoyer vos analyses, s'il vous plaît? J'ai absolument besoin de savoir, ça va plus loin que juste menu sans gluten ou intolérance au lactose, là on est carrément très loin. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça montre d'une part une technologie que j'affectionne particulièrement et qui pour moi a beaucoup d'avenir, qui est l'imprimante 3D, puisque vous pouvez donc encore, comme je vous le disais juste avant, imprimer à la demande, donc il y a moins de gâchis, puisque vous imprimez que quand les personnes le veulent, et c'est aussi cette tendance de l'hyper-personnalisation. Alors je ne sais pas si on va arriver là, mais avec tous les passes qu'on a, avec tous les QR codes qu'on a, je pense qu'on va peut-être aller plus rapidement qu'on ne l'imagine vers ce genre de choses, c'est-à-dire où on saura, en plus de votre identité, on saura votre état de santé, et on pourra peut-être vous faire des propositions en fonction de son état de santé, sur la base du volontariat, bien entendu. Alors, on vous connaît grâce à toutes ces technologies, on sait ce que vous regardez, on sait ce que vous pensez, donc vous savez, il y a beaucoup de machines qui regardent les signes essentiels de votre visage pour vous dire que vous êtes content, que vous n'êtes pas content. Il y a même des gens qui font des analyses de voix pour savoir si au téléphone vous êtes content ou si vous n'êtes pas content. En fait, ça donne quelque chose quand même d'assez bizarre sur les relations humaines, puisque nous avons besoin d'une assistance d'intelligence artificielle pour savoir ce que les gens qui sont en face de nous pensent. Mais bon, c'est la mode. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire sur toujours le CES, Shop with your DNA. Donc ça marche bien par rapport à ce que je vous ai dit sur le Japon, c'est-à-dire que en fonction de votre ADN, on va vous dire d'aller acheter ou d'aller dans certaines boutiques ou d'acheter certains objets. Je vous l'accorde, ça va un peu loin, mais ça va un peu loin comme toute chose en fait, si ça existe. S'il y a des gens du marketing qui le proposent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une appétence pour ça. Je ne vous dis pas de vous mettre sur l'analyse d'urine et d'ADN tout de suite avec vos clients, mais en tout cas, ça peut être une offre qui peut exister, puisque ça peut intéresser certaines personnes, ça j'en suis intimement convaincue. Alors l'environnement, ça a été une vraie question par rapport au tourisme. Alors, vous voyez, les plantes ont poussé, même ici, 2 ans après, maintenant il y a plein de plantes qui ont poussé, très jolies. Et oui, c'est ce que disait Paul tout à l'heure, effectivement, le tourisme a été accusé de tous les maux. C'était absolument terrible. Il y a plusieurs fois où j'ai refusé de passer en fait sur les médias, dans le sens où je ne voulais pas rajouter au catastrophisme ambiant, parce que les journalistes m'appelaient pour me demander « Bon alors c'est terrible, hein, c'est l'horreur, hein, les touristes c'est affreux, il faut arrêter le tourisme, c'est la pire chose qui existe. » Bon, ben j'avais pas envie d'aller dire ça à la télé, donc je voulais pas aller parler de ce genre de choses, parce que je ne suis pas d'accord, effectivement, nous nous sommes fustigés nous-mêmes, enfin le monde du tourisme s'est fustigé lui-même, il a été accusé de beaucoup de choses, alors que franchement, bon, c'est vrai que 8% des émissions mondiales c'est beaucoup, mais ce n'est pas quand même le premier... c'est pas le premier poste qui fait de la pollution dans le monde. Oui, ça en fait, et en plus après quand on regarde les chiffres plus précisément, on se rend compte que c'est un certain type de tourisme qui fait ça, et ce ne sont pas tous les touristes. Toujours est-il que c'est devenu un vrai sujet. Pendant la crise, pendant le fait que nous étions donc dans le grand enfermement, beaucoup de gens, des Parisiens par exemple, ont vu des papillons. Alors peut-être que vous, ça vous semble tout à fait anecdotique, mais moi en tant que Parisienne, voir un papillon, c'est un truc que je n'avais pas vu depuis mon enfance. C'était extraordinaire, j'ai vu des fleurs pousser, j'ai vu des choses que je n'imaginais même pas pouvoir voir à Paris. Donc il y a un désir de durabilité qui s'est installé. Vous avez cette... enquête Booking, il n'y a pas que Booking, mais là je vous ai mis cette enquête-là, où ce que j'ai aimé, c'est ceux qui s'engagent à voyager de façon durable, le font non seulement par principe, mais aussi pour ajouter une expérience positive à leurs vacances. Donc on voit bien que le développement durable devient une véritable entrée, c'est quelque chose que les gens désirent, et il va falloir que les acteurs du tourisme aillent au-devant des désirs. Là c'est vraiment l'offre et la demande, alors c'est plutôt maintenant la demande et l'offre. Il va falloir leur donner quelque chose qu'ils veulent. Alors, je ne sais pas si vous avez été à l'IFTM ou si vous avez suivi donc, le salon du tourisme. Romain Pommier a fait d'ailleurs un article sur ça. Et puis, il y a eu un article dans Le Monde au sujet d'Evora quelques semaines avant, où on voyait bien que les acteurs du tourisme historique, en fait, les grands groupes, avaient beaucoup de mal à comprendre, à intégrer cette notion de développement durable, alors que c'est réellement quelque chose que les gens désirent. Donc, acteurs du tourisme, il faut absolument aller au-devant du désir des gens et leur proposer des destinations de plus en plus durables. Quelques chiffres qui foutent le bourdon, hein, mais c'est vrai, il ne reste que 3% d'endroits encore écologiquement intacts sur la Terre, il faut quand même en avoir conscience.
et sur les 3%, en fait, c'est au fin fond du désert et dans quelques petits endroits dans l'Alaska, et en fait, on n'est même pas sûr qu'ils soient encore totalement naturels, parce qu'avec le vent, il y a bien un masque qui est parti à cet endroit-là. Et sur la Terre, la masse de l'artificiel égale désormais la masse du vivant. Donc ce sont des choses qui doivent nous interroger, surtout nous, acteurs du tourisme, qui sommes aussi garants d'une destination et de la beauté de la destination. Il faut vraiment en avoir conscience. Alors, il y a plein d'activités qui ont commencé à se mettre autour de ça, qui ne sont pas nées qu'avec le Covid, puisque celle-ci, c'est la plus ancienne que j'ai trouvée. Elle a au moins 5 ou 6 ans, et c'est à Amsterdam. Ils vous proposent donc de pêcher des déchets, tout en faisant un tour en bateau, un tour en barque, pour découvrir les beautés de la ville d'Amsterdam. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et le slogan, c'est « Plus vous pêchez, moins vous payez ». Donc, vous revenez en fait de votre balade en bateau avec un petit sac rempli de déchets, on le pèse, et en fonction de ce que vous avez été capable de collecter, eh bien, vous payez plus ou moins cher, voire pas du tout votre billet. J'aime beaucoup cette initiative. Je la trouve extrêmement intelligente, extrêmement engageante, et ça montre aussi l'impact que les touristes peuvent avoir sur une destination, puisqu'ils nettoient des déchets des habitants, certes, mais pas que. Ils nettoient aussi les déchets des touristes. De la même façon, ça c'est cette année, vous aviez sur les plages espagnoles une initiative que j'ai trouvée aussi très intéressante. Donc c'est un boc de bière, enfin un boc de mégot contre un boc de bière. Il ne faudra pas se tromper à 2h du matin. Il y en a un des deux qu'il ne faut pas boire. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'ai trouvé que c'était un moyen encore d'engager les touristes dans une démarche de développement durable et donc aussi de les déculpabiliser par rapport à ce fait que pendant un an, on a été montré du doigt comme étant les pires personnes de la planète. Vous avez aussi ça que je trouve très intéressant, ça s'appelle le plogging. Alors ça a d'autres noms, mais en tout cas en Suède en 2016, ils ont appelé ça le plogging. Donc vous voyez ces personnes qui font semblant de courir en même temps. Bon, c'est pas évident de faire semblant de courir. Mais donc le principe est très simple, hein, vous faites du jogging et en même temps vous ramassez des déchets. Donc pareil, ce sont des activités que des destinations peuvent proposer. Je ne dis pas qu'il faut transformer les touristes en ramasseurs de déchets, parce que là, ça devient un petit peu excessif, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut leur proposer. Il y a des personnes qui aimeront ce genre de choses et qui seront en appétence, et donc on peut tout à fait leur proposer ça. Ça aussi déculpabilise, comme je vous le disais. Ça, c'est extraordinaire, c'est aux États-Unis. Alors, c'était avant la crise du Covid, c'était le Zero Waste. C'est-à-dire qu'il y avait 10 personnes qui partaient ensemble et à la fin, on leur apprenait donc pendant une semaine à gérer leurs déchets et au bout d'une semaine, la totalité des déchets tenait dans une seule bouteille. Pas une bouteille d'1,5 litre, mais une seule bouteille. Donc, pareil, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de poindre et quelque chose qui peut nous inspirer pour faire des activités pendant les vacances. Bon, il ne veut pas passer, alors je vais en parler. Donc, qui montre aussi que les gens ont une appétence pour ça. Ça, c'est une start-up que j'aime beaucoup parce que ils ont inventé, alors ce n'est pas les seuls à avoir fait ça, mais je parle d'eux parce qu'ils sont français, ce ne sont pas les seuls à avoir fait ça, mais ils proposent une note. Alors une note dans le véritable sens de développement durable. Très souvent, on pense que le développement durable, c'est uniquement les petits oiseaux et les fleurs, mais en fait, le développement durable, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est quelque chose qui met aussi la société, c'est quelque chose qui met aussi le bien-être humain, c'est quelque chose qui met l'économie aussi au service de la destination, enfin du pays, mais enfin on va dire de la destination. Et donc eux, ils ont créé une sorte de performance où vous avez la note de l'environnement, la note de la liberté, donc c'est-à-dire est-ce que les populations dans la destination dans laquelle je vais ont un minimum de liberté et d'expression, le nombre d'heures de vol depuis Paris, parce qu'effectivement ça fait partie du bilan carbone, et puis une note finale, un travel score. Donc ils ont appelé ça d'une façon extrêmement jolie la quadrature d'un cercle vertueux. Vous en avez de plus en plus de destinations qui commencent à se labelliser développement durable. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut que vous vous intéressiez. Alors, le durable va tellement loin, on est vraiment dans quelque chose. Donc, quand les grandes marques commencent à s'emparer d'un sujet, c'est que le sujet est là. Ce n'est plus juste un petit phénomène de mode, ce n'est pas juste une niche, c'est quelque chose qui est là et dont il faut tenir compte. Donc vous avez par exemple Hilton, la chaîne, qui se met à proposer une suite végétalienne. Alors c'est totalement végétalien, c'est-à-dire que le tissu est végétalien, les produits sont végétaliens, tout ce qu'on vous propose, le petit déjeuner, le déjeuner, tout est pour les végétaliens. Alors, je n'ai pas réussi à avoir les chiffres de fréquentation de cette chaîne d'hôtels. Je les cherche, hein, si vous les trouvez, franchement, je suis preneuse. Je fais toujours de la veille dessus pour voir si ça fonctionne, mais je pense que Hilton ne se serait pas mis là-dessus si ça ne fonctionnait pas et s'il n'avait pas un espoir d'avoir du succès par rapport à ça.
Toujours dans la démarche du développement durable, les technologies maintenant essayent de devenir vertueuses. Elles s'appellent Tech for Good, elles ont plein de noms absolument extraordinaires, toujours bien anglais. Et vous en avez plusieurs. Alors, vous avez celle-ci que j'ai déjà présentée en haut à gauche. Je pense que c'est assez explicite pour vous montrer comment marchent ces cars. Donc, ça s'appelle le Pou-bus. C'est anglais, c'est toujours extraordinaire. Alors, il y a quand même une dame qui m'a dit un jour que c'était un bus à toilettes. C'est-à-dire que les gens étaient aux toilettes, croyaient que les gens étaient aux toilettes dans le bus. Alors, non. Je vous rassure, c'est juste ça marche grâce aux déjections qui sont récupérées des humains et le bus marche à ça. Vous avez quelque chose que je trouve extraordinaire, là c'est le Watergen, c'est une machine, il n'y a pas de branchement électrique, il n'y a pas de branchement d'eau et pourtant ça vous donne de l'eau. Ça, c'est fabuleux. Vous pouvez le mettre dans le désert, vous pouvez le mettre dans des forêts, vous pouvez le mettre absolument n'importe où. Ça ne touche absolument pas à l'écosystème. Ça récupère l'eau présente dans l'atmosphère, ça le récupère à l'intérieur et ça vous donne de l'eau que vous pouvez boire, chaude ou froide d'ailleurs, parce que là, il mettait un système de réfrigération sur le stand en fait. Donc ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux parce que vous pouvez avoir une fête, vous pouvez avoir une grosse manifestation sur laquelle vous allez proposer de l'eau sans avoir d'adduction d'eau. Donc l'eau, quand même, vous savez que c'est un véritable problème pour le tourisme. Il y a beaucoup d'endroits où, en fait, les touristes sont privilégiés et ont de l'eau alors que les populations locales n'ont pas d'eau. Donc là, au moins, vous ne prenez pas l'eau des populations locales et pas d'électricité. Donc vous pouvez le poser n'importe où. Une fois que la manifestation est finie, vous remballez tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas eu de prédation par rapport à l'endroit où vous avez été. Ça, j'aime beaucoup aussi. Donc, complètement développement durable, complètement tech for good, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous fait de la musique, c'est une enceinte musicale étanche qui est fabriquée uniquement à base de produits recyclés. Ça, c'est fabuleux. D'ailleurs, le monsieur a l'air extrêmement content. Et l'énergie hydroélectrique générée par le jet de l'eau actionne une mini-turbine qui recharge la batterie. Aucune alimentation externe. Donc là, on est encore dans cette démarche des petits objets que vous pouvez implémenter pour mettre de l'innovation, pour mettre de la tech dans votre hôtel, par exemple, et qui ne coûtent pas grand-chose et surtout qui sont durables. Oui, un maillot. Je me disais qu'il fallait que je présente quand même une dame un petit peu déshabillée. Apparemment, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Donc cette dame, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a un maillot, mais en fait, c'est un maillot de haute technologie. C'est un maillot dont les fibres récupèrent la pollution. Donc là, c'est formidable, vous êtes hyper vertueux comme touriste. C'est-à-dire que vous nagez dans la mer ou vous nagez dans un lac et vous absorbez la pollution. Alors après, il faut laver le maillot, bien entendu, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Vous avez de plus en plus de tissus comme ça. Hein. C'est pas anecdotique, je vous assure qu'il y a plusieurs marques qui se sont mis sur ce créneau, c'est-à-dire le maillot de bain qui récupère la pollution. Donc vous avez passé votre matinée à récupérer des déchets dans les canaux. Après, vous avez été ramasser des bocs de bière, enfin, vous avez rempli votre boc de bière avec des mégots. Et puis, vous avez neigé avec un maillot comme ça. Au moins, vous êtes 100% vertueux, vous êtes un touriste responsable et vous êtes heureux. Autre technologie qui est en train d'apparaître, que je trouve très intéressante, ce sont des chaussures biodégradables avec une date limite de consommation. Alors ça n'existe pas réellement en tant que produit, c'est un projet de recherche, comme on appelle ça, mais qui nous interroge effectivement sur la mode, sur la durabilité, sur le fait de changer de vêtements en permanence. Eh bien, avec ce genre de choses, en fait, vous pouvez acheter des produits et ces produits vont se biodégrader au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en tout cas, les produits qui ont été utilisés pour les construire sont en plus recyclables. Pareil, c'est vertueux. Vous pouvez donc être à la mode sans avoir une mauvaise idée dans la tête en vous disant « Oh là là, qu'est-ce que je gâche à acheter des vêtements tous les jours ?» Non, là, vos vêtements se détruisent. Donc aussi, c'est bien pour les dressings, pour les petites surfaces, hein, pour les gens qui habitent dans les villes. Vous n'avez plus besoin d'un gros dressing. Tous vos vêtements, alors il ne faut pas les oublier, hein, 33 ans, vous ne le porterez plus. Ça n'existera plus, dans le vrai sens du terme. Ça aura disparu. Autre façon de faire de l'énergie durable, donc je suis toujours dans la section des Tech for Good, c'est le Human Power. Alors ça se développe de plus en plus et je trouve ça vraiment très intéressant. On se rend compte en fait que l'énergie dégagée par les humains, alors on travaille sur l'énergie, on travaille sur la chaleur dégagée par les humains, est capable d'alimenter des fonctions électriques. Par exemple, vous avez une boîte de nuit, alors ça existe depuis plusieurs années, où vous dansez et sur le dance floor, ça récupère l'énergie et ça éclaire et ça fait la musique de la boîte de nuit. Donc on est toujours dans ce cercle vertueux, c'est-à-dire que vous ne dépensez pas une énergie qui est prise comme ça, c'est vous-même qui la générez, et donc vous êtes toujours dans une démarche de développement durable et dans un cercle vertueux.
Vous avez le Physic Power, donc ça j'en parlerai plus tard, et bien sûr j'ai trouvé le Flute Power. Bon alors ça c'est tout à fait anecdotique, en fait que ça fonctionne pas vraiment, enfin, vous allumez rien avec ça, mais il y a quelque chose, donc on a fait une pyramide d'ananas il y a 3-4 ans, et on a réussi à allumer une ampoule pendant 2 minutes, mais il y a peut-être quand même quelque chose à creuser sur le Fruit Power ou le beignet aux crevettes Power. Enfin ça sur internet vous en trouvez plein, ça amuse beaucoup de gens. Recycler, toujours, comme vous le voyez, on est dans le développement durable, le recyclage est aussi à la mode. Alors, le recyclage est à la mode même dans le sens où Accor se met dessus. C'est-à-dire que vous avez entendu parler de cette chaîne, de ce produit que Accor est en train de mettre en place, c'est-à-dire qu'il se fournit chez Emmaüs. Il va chercher tous ces objets chez Emmaüs et il vous décore entièrement l'hôtel chez Emmaüs en appelant ça les essentiels qui ont du sens. Toujours très important d'aller voir ce que les grandes marques font, parce que si les grandes marques sont en train de le faire, c'est que ce n'est pas juste un petit phénomène, c'est vraiment quelque chose, une grosse tendance lourde. Vous savez ce que c'est? C'est un abat-jour. C'est un abat-jour fait en peau d'orange. Toujours le recyclage. Donc l'ananas, c'est mieux que l'orange. Hein, j'ai été regarder ça quand même, ça se recycle mieux et ça fait des meilleures fibres. Mais l'orange est quand même aussi quelque chose d'intéressant. Donc, pareil, il y a un gros mouvement. Mettez des lampes de chevet en peau d'orange imprimée en 3D, bien entendu. Et il y a une démarche là-dessus que les gens aiment. Et donc ça, bien sûr, je crois que ça se comprend de soi-même. Donc c'est au Danemark. Pendant une manifestation, ils ont proposé de fabriquer une bière, donc très explicite, Pilsner, je ne sais pas prononcer bien, je ne sais pas comment on dit, mais et réellement, hein, et les gens ont bu cette bière, hein, il n'y a eu aucun problème, de toute façon c'est filtré, hein, donc c'est pas mauvais. Et alors c'est que pour les hommes. Vous allez aux toilettes et c'est-à-dire ce que vous venez de boire, vous l'évacuez directement et vous le rebuvez juste après. Là, on est vraiment dans du recyclage, on est dans un cercle vertueux. Là, les gens sont encore plus contents puisqu'ils boivent leur propre urine, c'est merveilleux, avec un goût bière. Et puisqu'on parlait d'urine, ça, ce sont des sièges qui sont imprimés en déjection, en caca. Voilà. Alors c'est pas que je vous rassure, le caca de cheval est bien meilleur que le caca humain. La personne qui a fait ce genre de choses a trouvé que les humains, c'était pas terrible, alors que dans le cheval, en fait, tout simplement parce qu'il y a des fibres végétales. Donc le caca de cheval marche très très bien pour faire ce genre de choses. Alors, c'est durable dans le sens où on réutilise des choses comme les déjections, mais aussi c'est pas mal parce qu'au bout de quelques années, ça s'en va. C'est-à-dire que ça redevient de la poussière que vous pouvez, par exemple, mettre dans votre potager pour faire pousser des trucs, ou des ananas, par exemple, ou des peaux d'orange, et après, vous ferez une lampe, et puis la lampe se dégradera, et puis enfin, voilà. Et on est dans un cercle vertueux qui est en train de se faire de plus en plus. Et les tasses en café, alors ce n'est pas une faute que j'ai faite, c'est vraiment une tasse en café, c'est-à-dire une tasse en marc de café. Ça, c'est fabuleux, c'est français. Ils ont trouvé un moyen de récupérer le marc de café et de faire des tasses comme ça. Alors pareil, elles vont durer que 2 ou 3 utilisations, mais elles se redégradent, et une fois qu'elles sont dégradées, vous refaites une tasse. Pareil, on est vraiment dans un cercle complètement vertueux, le zéro déchet. Et puis Amazon a sorti le Repair. Donc ça aussi, encore une grande marque qui sort quelque chose qui ne doit pas nous laisser indifférents. C'est-à-dire que maintenant, on va faire un truc absolument fabuleux, on va réparer les objets. Oh, wow, incroyable. Bon, ma grand-mère, elle le faisait, mais apparemment, ça ne se faisait plus à partir de 1980. C'était plus du tout à la mode de réparer un truc. Il y avait un trou, on jetait. C'était cassé, on jetait. Et maintenant, on commence à réparer. Donc, une grande marque comme Amazon est en train de faire un Amazon After. Donc, vous pouvez voir quand même le grand travail de com que est capable de faire Amazon. Ça, je trouve ça aussi très intéressant. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ah, je crois que j'ai entendu. Il y a quelqu'un qui l'a vu sur Internet. Oui, absolument. C'est un champ de chaises. C'est pas facile à prononcer pour moi. Un champ de chaises. Un champ de chaises. Ce sont des chaises qui poussent, tout simplement. Ça aussi, c'est fabuleux. Ça aussi, c'est... Alors, bon, ça met 4 ou 5 ans, c'est un peu long, mais la démarche est extrêmement intéressante. Et proposer des chaises qui poussent, pareil, ça, une fois que vous l'avez fini de l'utiliser, une fois qu'elle est cassée, vous pouvez la mettre dans un compost et refaire pousser au bas. Vous remettez du compost pour refaire pousser des chaises. Donc, on fait pousser des chaises, on fait pousser quelques objets comme cela. Pour l'instant, ce n'est pas encore très développé, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Autre
autre tendance, donc on en a parlé tout à l'heure, les staycations, hein, c'est-à-dire rester à la maison. Alors c'est pas du tout une tendance neuve, en fait c'est une tendance qui est apparue après la crise de 2007 en Angleterre, essentiellement en Angleterre où les gens ne pouvaient plus partir en vacances, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et donc on a lancé quelque chose comme si c'était à la mode, parce que souvent en sociologie on se rend compte que les modes existent, pas tant parce que les gens ont de nouveaux désirs, mais simplement parce que le contexte est totalement pourri et ils ne peuvent pas faire autrement. Donc on dit ouais c'est à la mode, je suis en staycation. En fait, c'est juste une question économique, mais c'est intéressant. Et puisque je parle de technologie, vous avez ça, la staycation ultime. Donc c'est un siège avec un écran 360 degrés. Tout est tactile, donc vous avez les sensations, donc vous pouvez faire du bateau, vous pouvez faire de la moto, vous pouvez faire plein de choses en fait. Et c'est les staycations, ce que j'appelle les staycations ultimes, c'est-à-dire ne plus jamais sortir de chez soi, assis sur un siège. Les Japonais ont sorti un lit comme ça aussi, avec frigidaire et tout, un truc extraordinaire. Si on est en proximité, il va falloir s'intéresser à la micromobilité. Alors la micromobilité, vous savez ce que c'est, il y a énormément de produits en micromobilité. Là, vous avez certains ovnis qui ne reviendront peut-être pas, qui sont relativement intéressants, mais il faut aller regarder ce qui va vraiment fonctionner, parce que j'en ai vu beaucoup naître et beaucoup ne jamais atterrir, en fait. Et pour ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu mes presses, je mets toujours la valise, toujours dans toutes mes présentations, parce que j'aime énormément la valise à roulettes. Et pour moi, c'est un enjeu du dernier kilomètre. Alors ça ne serait peut-être pas exactement sous cette forme-là, mais mettre à disposition des gens des petits objets qui leur permettront de couvrir les 2, 3, 4 kilomètres qui les séparent de la gare à l'hôtel, par exemple, comme ça m'est arrivé hier. Il n'y avait pas de taxi quand je suis arrivée à la gare et j'ai été à l'hôtel à pied. À 21h30, j'ai énormément apprécié, j'ai trouvé ça formidable. Franchement, si j'avais une valise à roulettes, alors peut-être qu'elle ne serait pas montée à Pau, mais j'aurais au moins eu l'espoir de pouvoir arriver avec un moyen de locomotion directement à mon hôtel. Et pourquoi pas ce qu'on appelle la mobilité inversée. La mobilité inversée, en fait, ce n'est pas vous qui allez à l'objet, c'est l'objet qui vient à vous. Et là, vous avez ça, cette start-up qui propose que l'hôtel vienne à vous. Alors là, c'est une chambre, mais c'est une chambre qui va se plugger sur un hub de chambre dans lequel vous avez des douches, vous avez un desk, vous avez un restaurant, vous avez une salle de petit déjeuner, et votre petit élément avec lequel vous avez fait votre tour de vacances arrive le soir, se pose, et le lendemain matin, vous repartez avec votre chambre d'hôtel. Ça, je trouve que c'est à la fois joli, poétique, et à la fois intéressant de regarder si finalement la mobilité inversée, c'est ce qu'on appelle la mobilité inversée, n'est pas aussi quelque chose à creuser pour les acteurs du tourisme. Les workations, encore un super mot. Les workations, pareil, les grandes marques s'en sont emparées. Donc les workations, c'est effectivement travailler en vacances. C'est un petit peu bizarre comme truc, on dirait un oxymore, mais on essaye de concilier les deux. Et Hyatt, bien sûr, a sorti une chaîne, une offre, mais il n'y a pas que. Dès le début du Covid, en fait, dès qu'on a été plus ou moins libéré l'été dernier, on a vu apparaître ce genre d'offre. C'est une tendance. Alors, ce n'est pas une tendance qui est née avec le Covid, c'est une tendance qui a explosé pendant et après le Covid. Alors, plein d'initiatives. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'animer de mettre dans votre hôtel des offres particulières, vous pouvez mettre une tente, c'est japonais encore. Vous pouvez mettre une tente de télétravail, c'est extrêmement agréable de travailler dans ce genre d'endroit. Mais vous pouvez mettre une tente de télétravail à disposition des gens. Ils vous en seront reconnaissants parce que ça leur permet de s'isoler. Vous avez aussi ça qui est apparu, donc des cubes de télétravail, pareil, c'est au Japon que je les ai vus arriver. Et puis vous avez aussi des voitures qui se sont positionnées dessus. Vous voyez, vous enlevez, vous dépliez quelque chose de cette petite camping-car et vous avez directement une station de workation, de travail qui se met en place. Paul en a parlé très justement, effectivement, il y a de nouvelles offres qui commencent à arriver. Vous avez des visas dans certains pays qui vous proposent de venir 2, 3, 4 mois pour venir travailler à destination. Vous avez l'île de Madère qui a fait ça aussi. Vous avez beaucoup d'endroits qui commencent à proposer ce genre de choses et qui vous font rêver en vous disant vous pouvez travailler du bateau. Et puis, alors, c'est un petit peu faux. On va dire que c'est du marketing, comme d'hab. C'est dans le sens où, si jamais vous bougez, vous n'avez plus la Wi-Fi, hein, ça ne marche plus. Mais tant que vous êtes dans le port, vous pouvez travailler du bateau, ou du catamaran. C'est extraordinaire, ça fait rêver. Vous pouvez vous baigner tout en travaillant.
Nouveau phénomène justement qui est apparu, ce que j'appelle les Zoom Towns. Enfin, c'est pas moi qui les appelle comme ça, c'est les Américains qui appellent ça les Zoom Towns. Et ça, pour moi, c'est la revanche des petites villes, la revanche des petites destinations. C'est un moyen qu'elles vont pouvoir avoir d'attirer de nouvelles clientèles. Alors pourquoi j'en parle en tourisme? Tout simplement parce que ces gens-là, qui sont en train d'apparaître, de venir, de quitter les grandes villes, de quitter Paris ou de quitter Lyon, vont pouvoir s'installer dans des petites villes parce qu'il va y avoir de la connectivité. Donc, ce n'est pas encore la campagne dans laquelle on peut imaginer aller, mais en tout cas, les petites villes ont une revanche à prendre et il va bien falloir qu'elles fassent découvrir le territoire à ces nouveaux arrivants. Donc, il va y avoir pendant 4 ou 5 ans une nouvelle offre de proximité à proposer à ces nouveaux habitants pour eux-mêmes, pour qu'ils découvrent le territoire sur lequel ils viennent de s'installer, mais pas que, pour aussi qu'ils fassent venir leur famille, qu'ils fassent venir leurs amis et qu'ils leur disent, vous voyez, j'ai quitté Paris, j'ai quitté Lyon, mais je suis dans une région dans laquelle j'ai une véritable offre qui est possible et qui est dédiée. Donc il y a un nouveau travail, donc pour moi c'est un nouveau marché, c'est un nouveau segment dans lequel il va falloir travailler en direction de ces nouveaux citadins qui sont en train de quitter plus ou moins la ville. Alors c'est pas un exode massif des citadins hein, quand même, mais il y en a plusieurs qui s'en vont. Je fais partie de ces gens-là. Moi je suis partie dans la Nièvre, je suis maintenant à Nevers et je travaille à Nevers parce qu'il y a de la connectivité, parce que c'est une petite ville, parce que c'est tranquille, parce que c'est le contraire de ce que je vivais à Paris pendant le confinement et ça m'a fait très plaisir de partir là. La conclusion. Donc ça c'est le nouveau... l'avion, hein, je ne sais pas si vous avez pris l'avion sur des longues distances récemment. Alors avant, vous aviez juste les bretzels et l'eau, puis quelquefois l'écouteur, mais on voit bien, le futur est là, enfin le futur, le présent est ici, c'est-à-dire clean, care, soin, propre, clean, power, clean, tout safe. Et l'écouteur biodégradable. Vous avez dans cette photo, vous avez toutes les nouvelles tendances, c'est-à-dire être à l'abri des virus et en plus être durable. Bon, la bouteille d'eau, non. Hein. Depuis le 1er juillet, on n'a plus le droit, mais bon, ils ne devaient pas le savoir dans cette compagnie-là. Le masque. Donc le masque, il va y en avoir beaucoup. Ça, je trouve ça aussi très joli. C'est un moyen de ne pas avoir la carte des Japonais, mais c'est d'avoir un masque qui vous ressemble, comme dans une émission de télévision sur France 2 où vous avez un masque à votre effigie. Le développement durable, donc là je l'ai pris à plusieurs endroits, l'environnement devient la première préoccupation des Français, donc c'est vrai, ce n'est pas une tendance, c'est réel, les gens veulent réellement du développement durable. Mais il va falloir faire attention au greenwashing, parce que justement, les gens sont informés, les gens savent qu'on leur mente, et donc les gens vont commencer à chercher des gens réellement vertueux, et pas juste « je suis de greenwashing ». Par exemple, vous êtes un hôtel, vous mettez le tri dans votre hôtel, mais les gens se rendent compte qu'en fait, derrière l'hôtel, toutes les poubelles sont ramassées, je l'ai vu, c'est pour ça que je vous en parle, toutes les poubelles sont ramassées dans une seule poubelle, et hop, mis à la benne. Vraiment typique du greenwashing, là. Hein. Ça, c'est pas bon, c'est un meilleur moyen pour que les gens ne reviennent pas. Et en plus, vous le dites sur les réseaux sociaux que c'est pas bien. Le workation, donc pour vous montrer que c'est pas une tendance et qu'il y a même des créateurs de vêtements qui se sont mis dessus. Effectivement, pourquoi avoir un bas de pantalon pour faire du travail Zoom? Ça sert à rien, donc on vous vend juste la moitié du costume. Alors par contre, ça coûte exactement le même prix qu'un costume complet, hein, c'est pas grave. Mais pourquoi effectivement avoir un pantalon? Donc on vous vend la veste et puis on vous vend les chaussons qui vont avec. Les zooms, en fait, effectivement, ça permet ce genre de choses. Il ne faut pas que votre caméra bouge parce que sinon c'est pas bien. Le futur, est-ce que ça sera ça? Est-ce que ça sera cet homme heureux qui vivra sous un masque? Je ne sais pas, peut-être. C'est quelque chose qui existe. Il y a vraiment des gens qui ont sorti ça. Il y a des gens qui l'utilisent. Vous pouvez aux États-Unis et au Japon aussi voir certaines personnes avec ce genre de choses sur la tête. Est-ce que le futur de l'interaction, c'est pas le cerveau? Alors justement, le cerveau, ça vous permet de ne toucher à rien. Ça, c'est absolument extraordinaire. Ça s'appelle les EEG, l'électroencéphalographie. C'est-à-dire que vous mettez un petit casque sur votre tête. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est une course de voitures où les gens, par la pensée, font marcher les voitures. Donc, pour l'instant, c'est anecdotique. On peut faire marcher quand même un exosquelette par la pensée. C'est anecdotique, c'est complexe, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui a de l'avenir, surtout dans un monde où on essaye de ne plus toucher les objets parce qu'on a peur de la contamination. Marcher avec son cerveau, faire fonctionner les objets avec son cerveau, ça sera quelque chose qui risque d'avoir un avenir. Alors ça sera compliqué, parce qu'il faut penser qu'à une seule chose, donc il ne faut pas être distrait, sinon ça ne fonctionne pas, mais il y a quelque chose à creuser de ce côté-là.
la déconnexion une norme, donc ça c'est quelque chose dont je parle à chaque fois, parce qu'effectivement, il y a des gens qui veulent la déconnexion. Donc est-ce que ça ne va pas devenir une norme au lieu d'être en Zoom tone, au lieu d'être en workation, est-ce qu'on ne va pas vouloir juste être en vacation, c'est-à-dire rien, pas de connexion. Je pense aussi effectivement qu'il y a un segment à creuser de ce côté-là, réellement. Remettre au goût du jour les trucs et astuces de vos grands-mères et arrière-grand-mères, c'est pas mal aussi, hein. Ça aussi, c'est du développement durable. C'est quelque chose dont je parlerai dans l'atelier que j'anime tout à l'heure dans l'après-midi sur les low-tech. Les low-tech, c'est peut-être aussi simplement utiliser du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc. Enfin bon, ça, c'est des vieux trucs, mais c'est pas mal. Des freins. Donc des freins, la surveillance de masse, est-ce que c'est pas un frein au développement des technologies ? Alors, vous avez la cybercinétose, par exemple, c'est-à-dire quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, il y a quand même 15 à 20% des gens qui sont malades avec un casque de réalité virtuelle. Donc, quand je vois toutes les offres de réalité virtuelle, je trouve ça très bien, mais il y a certaines personnes pour qui ça ne va pas fonctionner. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des problèmes d'enfermement, il y a aussi des problèmes de perte de perception. Donc, il va falloir faire attention en mettant ces nouvelles technologies à la disposition. Et puis, l'un des plus gros problèmes, c'est Microsoft qui l'a lancé, en fait. Bon, il n'y a pas que Microsoft qui en a parlé, bien entendu, mais toujours les grandes marques, quand elles s'intéressent à quelque chose, c'est qu'il y a un loup, et donc la sécurité des données, mais je pense que ça, c'est quelque chose dont vous entendez souvent parler. Et le futur du futur, est-ce que ce n'est pas le virtuel absolu et total? Donc bien sûr que je ne le souhaite pas, mais beaucoup de grandes entreprises sont en train plutôt de travailler dans le sens du virtuel, donc ça ne se sont pas des vrais gens. Toutes ces personnes n'existent pas. C'est uniquement généré par ordinateur. Je trouve ça extrêmement troublant. Parce qu'ils ont vraiment l'air de vraies personnes. Donc vous risquez d'avoir des personnes, en fait, des interlocuteurs en vidéo qui ne seront pas des vrais gens et vous avez des chances de ne pas vous en rendre compte. Donc ça, là, ça devient vraiment très troublant, le monde. Alors, ça se déclenche tout seul ? La liberté, c'est un voyage vers le bonheur. Un pas de plus qui nous pousse à aller plus loin. Cette liberté, nous l'avons cherchée pendant des années. We've spent years looking for an alternative mode of transport for short distances. Et nous l'avons enfin trouvé. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. Бидэд автомашин, автобус, скутер гэх мэтээс илүү үр дүнтэй тээврийн хэлбэрийг хайж байсан. Feet have 26 bones. The first metatarsal bone is the strongest. Produit localement à base de matériaux 100% naturels. Disponible 24 heures sur 24. There are absolutely no limits. I can use them whenever I like. Feet are so intuitive. Honestly, I feel like I've known the product since I was born. 2 modes de verrouillage. Rechargeable partout. Feet have been tested in different situations, even in the most extreme conditions. Découvrez les pieds. Disponible dès maintenant, en bas de vos chevilles. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc ça, c'est juste pour vous annoncer l'atelier que je donne tout à l'heure sur les low-tech, les pieds étant vraiment l'absolu de la low-tech. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi.